Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le Grand Talk reprend ses droits sur l'antenne. On démarre maintenant. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons prendre le soin de décrypter l'actualité nationale avec en ligne de mire le RHDP et le PPACI. Et pour le faire, Herman Aboua est avec nous ce soir. Bonsoir Herman. Bonsoir Christelle. Barry, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir à toute la famille de Live TV. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout bonsoir chez vous. Restez connectés. Merci. Alors, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a officiellement désigné le président de la République comme son candidat naturel pour les prochaines élections présidentielles de 2025. Cet appel a été renforcé par le porte-parole du parti qui dit, et je le cite, « C'est notre candidat et c'est la volonté du parti. Nous lui demanderons d'accepter. » Messieurs, vos réactions. Herman, quel commentaire en faites-vous? Bon, d'abord, il faut dire que l'annonce, c'est-à-dire que cette réunion, à l'issue de cette réunion, ce qui a été décidé, c'est rien de nouveau. Depuis des mois, tous les responsables, les représentants de ce parti, les responsables, au porte-parole, même le secrétaire exécutif, bon, avaient déjà dit que leur candidat, c'était le président Là, c'est Alassane officiel Ouattara. maintenant. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que c'est la réunion du directoire du RHDP, donc le Kafana qui vient le réaffirmer. Donc, je pense, on sait tous que plus ou moins c'est la volonté des cadres de ce parti-là. Mais sur la question, déjà en 2015, lui-même, le président Ouattara avait déclaré que, d'abord, c'était à l'occasion à la faveur de la réunion, de la 50e réunion annuelle de la BAD, avec la présidente de l'Union africaine, Mme Zuma, il avait déclaré qu'il ne serait même pas candidat pour les élections, la présidentielle. Après la présidentielle 2015, il allait passer la main à une nouvelle génération. Et en 2020, même quand il devait se présenter, enfin, lorsque le débat se faisait, il a même dit clairement qu'il n'allait pas se présenter lors d'une réunion de leur parti, qu'il a même dit cela. Et ça a été même repris par des chefs d'État. On se souvient de ce tweet du président français Emmanuel Macron qui a félicité la grandeur du président Ouattara. Et malgré tout, c'est passé. Oh, on a vu quand même que ce débat-là, il y avait des cadres du RHDP qui estimaient que juridiquement même, le président Ouattara ne pouvait pas se présenter encore là. On se souvient de ces précisions qu'avait indiqué le secrétaire exécutif aujourd'hui, le docteur Ibrahim Cissé Bakongo. Tous les cas dans leur ensemble. Aujourd'hui, ils reviennent là-dessus. Ils le veulent, oui. Mais moi, je pense qu'eux-mêmes, ils aiment dire que le président Ouattara, c'est un homme, quand il dit, il fait. Aujourd'hui, on peut encore comprendre le cas de force majeure en 2020, à la faveur enfin, je ne dis pas à la faveur, lorsque le candidat désigné du RHDP était décédé, on peut comprendre qu'il a évoqué le cas de force majeure pour pouvoir se présenter. Mais aujourd'hui, quel est le contexte qui justifierait qu'il soit candidat, ne serait-ce que pour respecter sa parole, même si aujourd'hui la Constitution, depuis 2016, lui donnerait un certain droit à se présenter. Pour lui, donc, pour vous, donc, il ne devrait pas accepter cette offre de son parti. Ce n'est pas moi qui vais lui dire de ne pas accepter, mais pour pouvoir rester cohérent par rapport à sa démarche, à sa volonté, à tous ses dires, pour être crédible, le président Ouattara ne devrait pas accepter cela. Très bien. Barry, votre point de vue, quel regard apportez-vous donc sur ce qui s'est passé, le RHDP qui officiellement désigne son candidat naturel, qui n'est autre que le président de la République? Réaction, Barry. Bon, c'est une suite logique. Déjà, plusieurs personnalités du parti, dont le ministre Mamadou Touré, le ministre Bakongo, ont déjà laissé fuiter l'information. Je pense que là, c'est dans un cadre un peu plus solennel, un cadre institutionnel réunissant tout le Gotha du parti. Donc, on ne pouvait pas forcément s'attendre à quelque chose qui était contraire à ce qui avait été dit précédemment par les hauts cadres du RHDP. Mais ce que moi je retiens, c'est qu'en Côte d'Ivoire, je le dis toujours, on a un management politique basé sur le charisme. C'est-à-dire que les leaders politiques
exercent une domination charismatique. Là où ils auraient dû... Domination. Oui, bon, c'est un concept de Max Tout à Weber, fait, en fait, tout à fait. qui est un sociologue allemand. Ce qui veut dire que tous les partis politiques, les grands partis, quand vous prenez le PDCI, le PPACI, ancien FPI, le RDR, puis le RHDP, tout repose sur la figure tutélaire du président du parti. Tout ce qu'on dit, tout ce qui est fait tourne autour de la volonté du chef. Et c'est ce qu'on appelle une domination charismatique. Maintenant, quand je dis ça, le président Ouattara, moi je vais le prendre au mot. Le président Ouattara a dit en 2015, comme il l'a dit, au sommet de la BAD, ça ne l'intéressait pas un autre mandat. Et en 2017, quand il a nommé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, il avait dit que son objectif principal, c'était de passer le flambeau à une nouvelle génération. En 2020, en mars 2020, devant le Congrès réuni, il a annoncé qu'il n'allait pas être candidat. Bon, après, par la suite, ils ont évoqué le cas de force majeure. Bon, chose que peut-être d'autres comme moi ne trouvaient pas légitime, mais je vais dire qu'aussi, après son élection, le président Ouattara, dans un entretien avec Marc Perelman et Christophe Boisbouvier des journalistes français, il avait dit, je me souviens que Perelman lui l'avait relancé, mais monsieur le président, en 2020, vous avez évoqué un cas de force majeure. Est-ce que vous n'allez pas revenir en 2025, soulever un autre point de cas de force majeure? Le président Ouattara avait répondu que lui, 2025, il a besoin de repos, il a besoin de retraite. Sommes-nous dans le même contexte, Barry, justement, selon vous? Si on veut parler de contexte, je vais dire que, pour moi, c'est mon point de vue. Si j'étais un conseiller du président Ouattara, j'allais lui dire ceci. Monsieur le Président, vous êtes un grand président, vous avez fait beaucoup de choses, mais il vous reste un seul élément pour marquer. Vous avez déjà marqué l'histoire de votre pays. Mais si vous voulez encore le marquer plus, faites ce que le président Houphouët n'a pas pu faire. C'est-à-dire organiser des élections où vous n'êtes pas candidat et offrez une passation de charges au peuple de Côte d'Ivoire. Très bien. Je pense qu'au-delà du RHDP, l'ensemble des Ivoiriens, l'opinion publique, c'est une décision qui va complètement décrypter l'atmosphère politique. Merci Barry. Daouda, comment est-ce que vous réagissez à cela et surtout au propos de vos autres amis chroniqueurs sur le plateau? D'accord, je vais juste revenir un peu en arrière parce que je pense que le sujet que vous avez posé, c'est un sujet qu'il faut le situer dans son contexte. Voilà. Pour revenir dans le contexte, est-ce que juridiquement, est-ce que le président Alassane Ouattara peut se présenter? Oui, il peut se présenter. Donc pour moi, le débat sur la question éthique ou morale ne tient plus la route. En fonction de ce qu'ils ont dit, qu'il avait pris position. Il avait dit ça avant, il avait dit ceci avant, il avait dit ça ne tient plus. Pour moi, ça ne tient pas, puisque juridiquement, il peut se présenter. Donc, pour moi, ce débat est clos. Mais pour revenir sur la question de le RHDP qui désigne Alassane Ouattara comme son candidat naturel, je pense que je vais dire la même chose. Comme vous, c'est la suite normale des choses. C'était Mamadou Touré par là, Bakongo par-ci. Aujourd'hui, c'est officiel. C'est le RHDP dans tout son ensemble qui demande au président Alassane Ouattara de se présenter. Et pour ma part, à cet effet, le RHDP est en train de mettre tout en œuvre pour gagner cette élection-là dès le premier tour des élections. Parce que mais il n'a pas encore accepté. Oui, il n'a pas encore accepté, mais déjà ses lieutenants mettent tout en œuvre sur le terrain pour gagner cette élection. Il vous souvient qu'il y a la semaine passée, ils sont allés faire... ils ont nommé près de 400 de coordinateurs au niveau sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, vous voyez que de plus en plus, les cérémonies d'hommage se multiplient les uns après les autres. Ça fait partie du jeu, selon vous? Ça fait partie du jeu. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ils vont aller présenter d'abord le bilan du président Ouattara, qui forcément sera collé à celui du RHDP. Mais par ailleurs, ils vont chercher à capitaliser cette fois-ci-là sur l'élection en mi-mandat qui s'est passée, où ils ont fait une véritable razzia. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais pour ma part, ça c'est mon opinion sur la question, et je pense que depuis 2 ans, j'ai été clair en la matière. Devrait-il accepter, Daouda? Pour moi, je souhaite que le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, Bédié malheureusement nous a quittés, qu'il quitte la scène politique. Pourquoi est-ce que je dis cela? Allez-y. Je dis cela parce que à eux trois, ils sont coupables
d'avoir endeuillé le peuple ivoirien depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny. À eux trois, ils sont coupables d'avoir endeuillé le... Donc, Oui. précision. Non, quand je dis à eux trois, Il faut qu'on soit précis. depuis la mort comment on appelle ça, de Félix Houphouët-Boigny, Oui. on est parti d'une succession de crises en succession de crises pour en arriver jusqu'à une guerre. À leur charge, selon À leur vous. charge, selon moi. Et quand tu regardes aujourd'hui le poids de l'âge des trois, pour ma part, l'âge c'est pas un facteur, hein, mais pour ma part, ils doivent se reposer aujourd'hui là et laisser la place à une nouvelle génération puisque le peuple ivoirien le demande profondément. Ça, c'est mon opinion personnelle. Très bien. Parce que l'autre chose, parce que j'ai parlé des avantages tout à l'heure qu'ils vont présenter aux gens, mais quand on regarde le bilan macroéconomique du RHDP, je veux dire, le RHDP va aller en roue libre pour 2025. Mais la macroéconomie, à elle seule, ne peut pas servir. Bien sûr. Parce que quand on regarde au niveau microéconomique, Très bien, il y a des choses, qui laissent à désirer. On parle d'une baisse, je vais chuter par ça, Merci. on parle d'une baisse de la pauvreté, on est autour de 39%, mais la perception même dans le peuple, ce n'est pas réellement ça. Donc ça, en termes de faiblesse... Les chiffres sont là, mais les réalités du peuple sont Les réalités du peuple sont tout autre chose, en fait. Bien, ouais. Donc, quand on regarde, on compare les avancées en termes d'infrastructures, en termes d'électricité, de ceci, c'est bien. Macro, c'est bien, mais micro, c'est compliqué. Mais mon souhait, c'est que Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, qu'ils se reposent. Et on parlera justement du PPAC juste après ce sujet-là. Marius Komoué, quel est votre point de vue sur la question? Je vais surprendre peut-être plus d'un. Allez-y, surprenez-nous. Dans la mesure où, quand nous venons sur ce plateau, nous y venons avec notre sensibilité intellectuelle. Et nous évoquons les sujets sans parti pris. Dans le cas d'espèce, vous nous interrogez si d'ordinaire, comment nous entrevoyons eh bien, la décision des cadres militants et sympathisants du RHDP de demander à leur mentor, qui n'est autre que le président Alassane Ouattara, de briguer un autre mandat. J'allais dire même un dernier mandat. Qui sommes-nous pour dire le contraire de ce que des cadres d'un parti politique ont décidé librement au cours d'une réunion au sommet? Vous êtes observateur de la vie politique, Marius, et votre avis est attendu. Mais notre avis, bien sûr, c'est cet avis que nous vous donnons. Okay, donc votre avis, c'est que vous n'avez rien à dire sur la question. Nous ne sommes pas membres du parti politique. Donc nous ne pouvons pas, justement, décider en lieu et place de ces leaders. Mais cela dit, ne perdons pas de vue que M. Ouattara a fait 2 mandats. Les 2 premiers mandats lui ont permis, à la suite de la Constitution, en principe, les 2 premiers mandats devraient lui permettre d'aller se reposer. Mais nous avons, nous-mêmes Ivoiriens, modifié la Constitution à travers un référendum. Référendum pour lequel, d'ailleurs, certains l'ont dit sur ce plateau, beaucoup de cadres de son parti ont dit qu'à la suite du référendum, il ne pouvait pas être candidat. Cependant, M. Ouattara a été candidat pour un 3e mandat. Les mêmes cadres demandent qu'il fasse un 4e mandat. Cela totalise au final 20 ans de pouvoir si d'ordinaire ce 4e mandat venait à être avéré et que M. Ouattara gagnait les élections. Et pour vous, c'est gênant? Mais soyons sérieux, nous sommes dans une nouvelle Afrique. Les 20 ans de pouvoir, les 30 ans de pouvoir, ça ne devrait pas... On parle de démocratie. Des gens ici sur ce plateau nous enseignent la démocratie, veulent même inculquer la démocratie à des soi-disant putschistes et consorts. Mais sur nous-mêmes, il faut que nous ayons les yeux ouverts et que nous puissions dénoncer évidemment les multiples mandatures que les uns et les autres s'attribuent sous la coupole justement des appels des cadres, des appels des militants, des appels des sympathisants. Mais cela n'empêche en rien la loi ivoirienne qui est la Constitution, je veux dire la loi suprême de la Côte d'Ivoire qui est la Constitution. Je termine pour dire... Marius, enfin terminé pour que les autres puissent réagir, je vous en prie. Mais oui, mais il faut bien... Oui, bien vous savez, quand les autres parlent, non, la gestion du ou bien ce que j'ai dit vous dérange. Pas du tout, Marius. Bon, donc, je ne suis pas militante. Non, permettez. Laissez-nous parler. Marius Komoué, là, je vous arrête. Bon, d'accord. Je vous en prie. Je vous en prie. Nous sommes ici 4. Il y a 4 intervenants. Vous n'êtes pas seul. Et vous avez pris la parole, je vous ai laissé parler. Donc, quand je vous demande d'arrêter, ne voyez pas en cela un militant qui... Je ne suis pas militante, Marius. Il ne s'agit pas de ma personne. Donc, vous chutez pour que je constate qu'au fur et à mesure que je parle, vous faites des incursions
et m'empêchant de développer convenablement. Pourtant, quand ils s'expriment, vous ne faites pas pareil. Et c'est ce constat que j'ai voulu vous C'est un relever. faux constat. Donc, bon, mais je Un suis... très faux constat. Donc, j'ai terminez fait votre ce propos, constat. et puis Alors, on donc, passe la parole à j'étais Herman. disant que cela n'entache en rien les dispositions de notre loi principale, qui est la Constitution, qui dit que pour quelqu'un qui a fait, que ce soit le premier mandat de la Troisième République, alors, dès lors qu'on a mis les compteurs à zéro, pourquoi vous voulez lui reprocher de faire un deuxième mandat de la Troisième République? C'était droit. Si la Constitution lui a permis de faire un premier mandat de la Troisième République, il va de soi qu'il fasse un deuxième mandat de la Troisième République et on y va pour 20 ans de pouvoir. Je n'ai fini. Herman, allez-y. Bon, moi, sur la question de la limitation des mandats, je ne vais pas aborder dans la même ligne que mes prédécesseurs. La limitation des mandats, l'intention du peuple dans sa constitution, la constitution qui a été modifiée en 2016, c'est de faire en sorte qu'une certaine attenance donc, au pouvoir, un renouvellement des classes politiques au pouvoir soit respecté, pour respecter même la démocratie. Donc, les 2 mandats pour terminer, pour un président de la République, c'est l'intention première du peuple ivoirien. Mais aujourd'hui, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, personne ne sait quand est-ce que le président Ouattara va décider d'arrêter d'être candidat, puisqu'il y aura des nouvelles républiques. Non, il peut y avoir des nouvelles républiques qui pourraient lui permettre d'avoir 2 autres candidats. Et on va estimer que cela est légal et légitime. En effet, c'est légal. Mais c'est pourquoi... À quoi pensez-vous en disant oui, cela? Je reviens sur l'éthique que Daouda tout à l'heure ne semblait pas... Il s'en fout des questions d'éthique et de morale. Mais c'est le plus important d'ailleurs. Lorsque les peuples avancent, les questions de démocratie ont été... les principes de démocratie ont été créés, ont été mis en place sur la base de l'éthique et de la morale. Parce que quand la morale et l'éthique nous quittent, on n'est plus des peuples. Mais ça veut dire quoi? Si cette intention du peuple de limiter les mandats à 2 est partie à un moment donné, il faut qu'on revienne à penser à réinstaurer cela, de sorte que le président qui est élu ne soit pas permis, autorisé à faire de nouveaux mandats, de nouveaux 2 mandats dans de nouvelles républiques. Et je trouve qu'en ce moment, c'est ça la logique. Daouda, allez-y. Merci beaucoup, Christelle. Je pense que la démocratie, la modification de la Constitution fait partie aussi de la démocratie. Par référendum. Ah, bien voilà, sûr. Par référendum. Ah bon? Et donc, l'une des choses, c'est que la loi, toute loi, elle est perfectible. Moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens veulent en fait tronquer l'histoire. L'histoire, elle est têtue. Lors de la question en 2016, de la question de la réforme constitutionnelle, le débat a eu cours. On se rappelle que M. Pascal Afin-Guessan, alors n'était même pas encore partenaire du RAGP, a attiré l'attention de l'opinion publique. Disons. M. Mamadou Koulibaly, professeur Mamadou Koulibaly, alors ancien président de l'Assemblée nationale, a attiré l'attention de l'opinion publique pour dire, si vous n'y prenez garde à cette constitution, si cette constitution-là passe, le président Alassane Ouattara va briguer un autre mandat parce que nous rentrons dans une nouvelle république. Donc la lettre avait été déjà lancée. La lettre avait été déjà lancée. Mais certaines personnes, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ont fait la sourde oreille. Je suis même surpris qu'aujourd'hui, M. Maurice Komoué, la dernière fois sur le plateau de nos confrères, il a évoqué cette question de réforme constitutionnelle que les gens ont votée. Et la réforme constitutionnelle ayant été votée, mais forcément, ça a des implications. En quoi vous êtes surpris? Ça a des souligné. Me permettez, Marius, qu'il puisse avoir la parole. Allez-y. Non, en fait, il dit qu'il a été surpris. Pourtant, c'est ce que j'ai souligné. Je vous en prie, permettez qu'il ait la parole. Quand vous avez parlé, personne n'a réagi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, allez-y, Daouda. Donc, je pense qu'il y a eu des implications à cela forcément aujourd'hui. Voilà. Monsieur, il s'est présenté, ce qui est tout à fait normal. Donc, pour ma part, c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir, est-ce que juridiquement, ça tient? Oui, ça tient. Oui, absolument. Juridiquement, ça tient qui se présente. Donc, s'il fait un deuxième mandat de la Troisième République, c'est tout à fait normal. Donc, absolument. Que les gens arrêtent sortent du clivage disant non, moralement, éthiquement, c'est ceci, c'est cela. Selon vous, Daouda, puisque le peuple est passé par référendum et a validé cela, on est donc à ce point et il faut l'assumer. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Écoutons Barry. On est en phase. Barry, allons-y. Moi, je ne fais pas de débat juridique parce que je n'en suis pas expert, mais je sais que
comme ils l'ont souligné, à partir du moment où une nouvelle constitution est passée, on ne parle plus s'il doit se présenter sur le plan juridique. Je pense qu'il a cité 2 éminentes personnalités, mais celui même à qui il faut rendre hommage, c'est le professeur Francis Vaudier-Vanga, paix à son âme, Paix à son âme, ouais. qui avait démissionné à la tête du Conseil constitutionnel parce qu'il n'était pas d'accord avec la réforme en la réalité. Et je me souviens de son discours mémorable où il avait attiré l'attention des uns et des autres sur ce qui peut se passer plus C'est tard. cela. Maintenant, il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui ont eu à boycotter le référendum. Le référendum, il est passé. Mais quand je dis tout ça, moi je dis que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. C'est la vitrine de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a 64 ans, voire 65 ans d'indépendance. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des symboles. Et pour vous, ça Aujourd'hui, sera... en Côte d'Ivoire, Ouais. à part le président Gbagbo, il n'y a pas d'ancien président de la République en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de elders. Le président Ouattara, il est en exercice. C'est Le ça. président Bédi est décédé. Donc, pour moi, 2025, ce n'est pas un débat juridique. On a déjà C'est un dépassé débat- cela. Voilà, ça, on C'est a déjà dépassé fini. depuis 2016. C'est un débat d'action historique, Validé. d'action de grandeur qui va marquer une génération. Et je le répète, si j'avais la chance de rencontrer le président Ouattara, je lui répéterais ce que je viens de dire. Monsieur le Président, vous êtes un grand président. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin d'alternance au sommet de l'État. Vous cela. pouvez organiser une élection. Après, d'aucuns vous diront qu'au RHDP, il y a des argumentaires. Mais non, moi, je ne suis pas d'accord. Au RHDP, il y a des présidentiables. Lesquels, par exemple? Le vice-président Thiemoko Meïlé est présidentiable. L'ancien Premier ministre Patrick Hachi est présidentiable. Le monsieur Sarasso est présidentiable. Même le ministre de la Défense, le ministre Téné Birahima Ouattara, il est présidentiable. J'ai cité au moins 4 ou 5. Mais tous ces Il y cadres-là, en a donc, d'autres. choisissent, ils ont choisi tous ces Non, mais cadres. ça, c'est cités. leur droit. Moi, je ne vais pas juger leur position parce que c'est des militants du RHDP. Mais Moi, je ne suis ils pas pourraient militant. valablement, Je fais selon une vous. analyse Bien sûr. sur des faits. Le président Mandela, quand il fait son mandat en 1999, C'est cela. il a fait un mandat, il pouvait en faire 10. Parce qu'en Afrique du Sud, à l'époque, je ne pense pas qu'ils avaient limité les mandats. Mais il a regardé son âge. Il a regardé loin. Il a gardé une vision. Il s'est retiré. C'est Mais ça. Mandela, tout le monde a retenu de Mandela une icône. Donc moi, je pense que le président Ouattara, ce qui lui reste à accomplir, avec toute la carrière d'homme d'État, C'est de ça. président de la République, d'ancien directeur général du FMI, ce qui lui reste à faire, c'est d'organiser une élection à laquelle il n'est pas candidat. Et je pense que ça, s'il le fait, le peuple de Côte d'Ivoire lui sera éternellement reconnaissant. Très bien. Mais Barry, moi- Permettons, Marie sera la Non, parole et ensuite, ça sera à vous. Allez-y, allez-y. Je rejoins mon frère Daouda, parce que moi, je suis dans une logique intellectuelle tous les jours. Je me dis, si nous avons validé, comme il a si bien dit, le premier mandat de la Troisième République, dès lors que cette République a été fondée sur les bases d'un référendum. Et donc, le débat, il est clos. C'est déjà validé. On a fait le premier Pourquoi mandat de la revenir en Première République, de la Troisième République, mais il fallait donc s'attendre au deuxième mandat de, c'est La bien ça, de la Troisième République. oui. Et donc, il revient à M. Ouattara de décider d'y aller ou de ne pas y pas. aller en Très bien. répondant favorablement aux cadres militants et sympathisants de son parti. C'est cela. De l'autre côté, on a M. Laurent Gbagbo qui est proposé pour être candidat. Or, On en que parle ça- tout à l'heure. Ah, On en d'accord. parle tout à l'heure, On Astrid. en reviendra alors. On en Bon, parle tout en à fait, l'heure. ce que Daouda, moi, et ensuite, je voulais dire, Marie- pour répondre à et Barry Marie. très rapidement sur Oui. le point, on partage le même point, mais pour ma part, il y a une autre analyse que je mène de la situation en Côte d'Ivoire. Tous les 3 partis, aujourd'hui le PDCI a pratiquement essayé de régler son problème. Aujourd'hui, on a un Tidiane Thiam qui est là. Mais quand on regarde au niveau du PPACI, on regarde au niveau du RHGP, il n'y a aucune relève qui a été assurée. Donc je me dis quelque part, est-ce que les différents partis politiques, les vieux partis comme le PPACI ou le RHGP, n'ont-ils pas peur de, si on dit, si le président Ouattara n'est plus là, Qui justement pour... qui sera là? Parce que ne nous voilons pas la face, il y a des guéguerres internes dans le parti. Donc ce n'est plus des partis en fait. Mais justement, bien. c'est tout Mais ça tu qui... l'as dit toi-même Justement, tout à comment l'heure. tu l'as dit, Une tu as seule dit que- personne. tu disais tout à l'heure que Exactement. comment ça, le le pouvoir, charisme. le charisme. Le charisme, Donc, c'est des finalement, mentors. si le Mais charisme, je vous en de- prie, Marius. Allez-y, Daouda. si le charisme de M. Alassane Ouattara n'est plus là aujourd'hui, qui pour le remplacer? Donc du coup, sûrement qu'au RHGP, ils ont peur qu'il y ait cette scission-là drastique qui sera compliquée pour eux. Donc finalement, pour 2025, ils se disent peut-être, Très laissons bien. le président partir
et il va préparer sa relève. On termine, Sûrement, je pense Daouda. que ce sera la même chose sûrement au PPACI, en espérant que M. Laurent Gbagbo puisse être sur la liste électorale. On termine, Daouda. Herman, allez-y. Elie Votre Serra. point. Moi, quand on me dit que le débat sur la question de l'opportunité N'est pas... de limiter les mandats est déjà passé et autres, aucun débat en politique ou sur la question de constitution et autres là n'est caduque. Si on a fait l'erreur en 2016, comme vous le dites, si les Ivoiriens ont fait l'erreur de ne pas pouvoir écouter les alertes qui ont été lancées, mais quoique on peut spéculer sur le contexte en ce moment électoral, sur les questions, sur les mêmes questions qu'on vit jusque-là, la potabilité de la liste électorale, le découpage électoral, on peut encore spéculer Pour vous, ces là-dessus. questions-là devraient être à Donc, l'ordre du jour. Une question Très bien. qu'on estime, parce que c'est ça. Aujourd'hui, on soulève la question de l'éthique parce qu'effectivement, juridiquement, c'est fait. Mais est-ce que le débat ne peut pas revenir? Est-ce que c'est essentiel que ce débat revienne? Voici les questions. Maintenant, en 2025, moi, personnellement, aujourd'hui, je ne peux pas arrêter un candidat qui veut être candidat si la Constitution le lui autorise. Mais ce sont les actes que les gens eux-mêmes posent, les paroles que les personnes, les leaders eux-mêmes donnent, Qui les que condamnent je après. regarde. Ça ne condamne même pas. C'est à eux d'apprécier. Est-ce que ça, on devient crédible lorsque, à plusieurs étapes, à plusieurs occasions, on a affirmé que ça ne nous intéresse plus et qu'on revienne à chaque fois? Après, chacun gère. Vous comprenez? C'est de cela qu'on parle. Sur la question sur l'opportunité d'avoir une constitution ou bien de revoir la constitution, on peut soulever ce débat à tout moment. C'est un peuple, on est tous intellectuels, on peut réfléchir. Les Ivoiriens sont là, ils peuvent apprécier. Très bien. Messieurs, permettez-nous, nous avons terminé sur ce sujet. On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe du côté de la Maison Bleue, au PPACI. Du 8 au 6 juin 2024, sur toute l'étendue du territoire national, messieurs, le PPACI s'apprête à envoyer donc des missions dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire à l'effet justement de présenter officiellement la candidature du président Laurent Gbagbo aux populations ivoiriennes. Réaction. Voici donc un peu le visuel que nous avons à l'antenne qui présente le projet. Daouda, réaction, je vous vois sourire. Non, je souris parce que rire même, tout allez-y. à l'heure, on était en train de débattre sur la candidature ou non du président Alassane Ouattara. On quitte bonnet blanc pour arriver chez bonnet C'est-à-dire rouge. Parce qu'en réalité, Bonnet blanc, il faut arriver chez blanc bonnet. pour arriver chez blanc bonnet. Parce que finalement, c'est la même chose. On ne peut pas se plaindre. Il ne faut pas avoir d'indignation à géométrie variable. Si on se plaint pour Alassane Ouattara, il faut avoir le courage de se plaindre pour M. Laurent Gbagbo. Il ne devrait pas, selon vous, se présenter? Pour moi. Enfin, souhaiter être candidat? Sincèrement, je le dis et je l'assume. Pour ma part, j'estime que les elders, les anciens, doivent partir au nom de la paix qu'ils prônent tant, au nom de la réconciliation qu'ils prônent tant. Parce que ce soit au RHDP ou au PPACI, il y a au moins une demi-douzaine de personnes pour les remplacer. Premier point. Deuxième point. Mon deuxième point, c'est qu'ils vont faire une tournée, une mission d'information sur toute l'étendue du territoire. En tout cas, je leur souhaite bonne chance parce que je sais qu'ils vont tourner un peu partout. Ils ont eu des candidats au Nord lors des élections à mi-mandat passé. Mon conseil, mon exhortation au niveau pour le PPACI, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, le narratif du PPACI puisse changer sur le terrain. On ne peut pas rester, on ne peut pas ressasser les meurtrissures du passé. Parce qu'il ne faudrait pas que les militants du PPACI oublient une chose qui est très importante. En 2010, pour ne pas dire en 2000, l'enfant qui est né en 2000, aujourd'hui a 24 ans. Merci Donc beaucoup. sa réalité, sa perspective d'aujourd'hui a changé. On va chuter, Daouda. Herman Aboua, votre réaction sur cette tournée à l'effet de présenter la candidature du président Laurent Gbagbo aux populations ivoiriennes? Tout à l'heure, j'ai dit pour le RHDP qui avait désigné officiellement le président Ouattara comme candidat, que c'était rien de nouveau. C'est pareil, c'est rien de nouveau. C'est un parti politique qui a choisi son candidat qui s'en va présenter les potentialités ou bien les forces de son candidat. Mais comme on l'a toujours dit, tout à l'heure, c'est pourquoi je parlais, on a évoqué la question d'éthique et autres. Pour vous, ça présente une Moi, question d'éthique? j'estime qu'il faudrait qu'on puisse évacuer les différentes crises qu'il y a eu. Parce que ces trois acteurs-là, malheureusement, comme Daouda l'a dit,
le président Bédié aujourd'hui est parti. Il n'est plus, oui. Le PDCI est plus ou moins sauvé de ce spectre. Mais il faut que les gens depuis 90, nous on était encore au collège, qui animaient la vie politique, ils ont quand même, chacun d'eux là, a quand même goûté au pouvoir. Mais pour l'instant, il n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. On ne va même pas. La lutte vient, mais moi je pense que c'est déjà comment on appelle, le choix, la stratégie, l'opportunité qui se présente. Et comme on le dit au PPACI, Barry a cité tout à l'heure les candidats potentiels au RHDP. Et au PPACI, qui qu'est-ce que vous voyez? Il y a Domelo. Il y a Domelo qui revient souvent. C'est ça, je te laisse le choix de dire. Il y a Domelo, il y a Emmanuel Monet, ils ont Amani Nguessan, ils ont plein de cadres. Il y a le professeur Hubert Oulaye. Donc on ne peut pas me dire aujourd'hui que c'est parce que des cadres manquent. De toute façon, la force des elders, comme on le dit. Très bien, on va terminer. Leur force là, c'est que lorsque ces leaders charismatiques, que j'appelle des leaders fétiches, gourous de ces partis-là, donnent un mot d'ordre, les militants et sympathisants généralement suivent. Donc il n'y a aucune peur que le président Ouattara désigne quelqu'un, il n'y a aucune peur que le président Gbagbo désigne quelqu'un et que les militants de ces deux-là fassent quelque chose d'autre. Barry, votre point de vue sur la question? Non, je pense que c'est une suite logique. Il y a eu la conclave, il y a eu le congrès. Le président Gbagbo a été désigné par les membres de son parti et il a accepté. Tout à l'heure, on parlait du président Ouattara qui n'a pas encore dit son mot. OK, mais le président Gbagbo, lui, c'est OK. Ils sont conscients de tous les enjeux. Ils sont conscients qu'il n'a pas son nom sur la liste électorale. Ils ont pris acte de tout ça. C'est pourquoi ils ont décidé d'entamer un dialogue avec les autorités pour trouver une issue favorable. Mais ce que moi je retiens ici, c'est qu'ils ont lancé leur action sur le terrain. Voilà, ce sera le narratif. Daouda parlait du narratif. Mais je pense que le narratif est toujours perçu selon ce que chacun a vécu. Le PPACI peut utiliser ce qu'ils ont vécu, ce que le candidat, et d'ailleurs je pense que c'est ce qu'ils vont utiliser, la figure de Laurent Gbagbo qui a été victime d'injustice entre griffes, qui a fait la haie. Il faut lui redonner la chance pour qu'il puisse terminer ce qu'il a commencé. Ça, le narratif, ils ne vont pas le changer. Parce qu'ils le considèrent comme un acquis. Mais je le répète, le charisme du candidat peut faire que s'il choisit un autre, il donne cutus. Quand le président Ouattara a donné cutus au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ça a grogné quelques jours. Très bien, Barry, mais merci tout le monde s'est mis en chemin. Donc, il l'a évoqué dans Mélo. Il y a d'autres personnes, selon vous, qui sont présidentielles. D'autres personnes qui peuvent le faire. Il faut arrêter d'infantiliser la République, en fait. C'est votre point de vue. Marius Komoué, comment est-ce que vous réagissez à cette tournée donc, pour présenter le candidat? Suite logique de la vie d'un parti politique, mener des actions, et pour ne pas dire des missions d'information à leur base, à leur cellule de représentation sur l'ensemble du territoire national, c'est la logique de vie d'un parti politique. Et d'ailleurs, à la matière, ils disent qu'ils vont en mission pour informer justement les militants, les sympathisants que M. Laurent Gbagbo est leur candidat potentiel. Ce serait certainement le lieu pour eux, l'occasion de dire les raisons qui motive ce choix. Ce serait également le lieu pour les missions, les cadres qui iront à cette mission, d'expliquer aux populations sur l'ensemble du territoire national ce que certainement le PPACI entend proposer aux Ivoiriens. Et à la matière, nous pensons que pour une fois, nous invitons les acteurs politiques sur l'ensemble du territoire national, surtout les militants zélés et autres, de laisser les partis politiques s'exprimer sur l'ensemble du territoire national. Tout à fait. Tous les partis politiques. On ne saurait accepter dans ce pays, et ça je le dis de façon claire, bien que je ne sois pas un acteur politique, mais un responsable de la société civile, on ne saurait accepter que des partis politiques s'expriment sur l'ensemble du territoire national et d'autres n'aient pas droit d'aller dans d'autres contrées du pays parce que face à des militants zélés et, j'allais dire, guerriers, qui les violentent. Non, c'est inacceptable. Je pense que la République doit s'exprimer en la matière et le pouvoir en place doit veiller à ce que chaque parti politique qui va en mission pour parler aux populations ait accès à toutes les contrées du pays. Je tenais à faire cette précision. Pour l'instant, on n'a pas de restrictions sur l'étendue du territoire. Non, au regard de ce que nous avons vu par le passé. Vous pensez qu'il y aurait restrictions? Très bien. Donc, réagissez. J'aimerais avoir votre point, Marius, sur tout ce que ici vos amis ont dit. Ils estiment
il y aurait d'autres personnes qui seraient présidentiables au sein du PPACI. Pourquoi cette candidature? Réaction et on passe à Daouda. Bon, alors, à la matière, moi, en tant que leader de la société civile, j'ai fait l'amer constat de ce que M. Ouattara avait annoncé qu'à 80 ans, on ne 82. pouvait, à 80, on ne pouvait plus être vraiment aux affaires, diriger un pays. Monsieur Gbagbo, Monsieur Gbagbo également l'a suivi, l'a dit également. Mais si, d'ordinaire, eux-mêmes qui ont leur corps, eux-mêmes qui ont leurs militants, décident d'aller encore au combat C'est ça. et qu'ils peuvent être serviables pour le pays, si le peuple de Côte d'Ivoire le juge, ben, nous, on fait quoi? Très bien. Voilà. Daouda, et on termine avec vous. Merci beaucoup. J'aimerais juste rappeler aux uns et aux autres ici, sur ce plateau, ça me permet de revenir sur un ancien sujet très rapidement. C'est qu'il y a un homme politique dans ce pays qui a dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Pour parler de l'éthique justement dont tu parlais, il a dit qu'il ne présenterait pas tout et tout, après s'est présenté. Donc les promesses politiques. Quelqu'un de son vivant, quand il était encore tout fougueux, tout jeune, à 75 ans, on ne peut pas être président. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas il a quel âge, peut-être qu'il a encore 70 ans, mais il est encore candidat. C'est pour dire que À 79 ans. tu as cru à des 79 ans, promesses, 79 ça n'engage que toi, mais en politique, il faut sortir de cette candeur. Mais pour terminer sur la question, moi, aujourd'hui, j'estime que les Ivoiriens aspirent à des choses nouvelles. Les Ivoiriens, aujourd'hui, ont vu le développement. Je sais qu'on n'a pas encore atteint le développement de Dubaï, ou bien de Washington, ou bien de whatever, n'importe quel pays, mais ils ont goûté au développement. Je pense que les partis politiques en Côte d'Ivoire doivent présenter à la jeunesse quelque chose qui va leur faire sortir des sentiers battus. On n'a plus envie d'avoir des discours guerriers, comme tu le disais, les militants zélés dont tu parlais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des années en arrière, sous Gbagbo, des partis politiques comme le RDR ont été battus, empêchés de mener d'avoir leur meeting. Sous Alassane Ouattara, il y a des partis politiques qui ont été empêchés de véritablement s'exprimer librement. Que pour 2025, qu'on laisse tous les partis politiques s'exprimer aux jeunes et que les jeunes véritablement regarder le programme des Très uns et bien. des Sur autres. 70% même Voilà. de Très bien, l'électorat. 73%. 73% désormais. Très bien, oui. messieurs, vos avis ont été vrai, entendus 73. sur le sujet. On passe à autre chose, permettez. On passe à autre chose. Et je vous emmène au Cameroun, un pays que nous aimons beaucoup. Oui, parce la que, belle famille. Voilà, notre belle famille s'y trouve. Et justement, on parle un peu de Samuel Eto'o, de la crise qui s'écoule à FECAFOOT. Alors, la crise s'épaissit, la crise s'endurcit au sein de la Fédération camerounaise de football. On a vu donc aujourd'hui circuler une vidéo virale qui nous a montré une grosse embrouille avec le conseiller technique du ministre, M. Tolo, et le président de la fédération. Et juste après, voilà, on va dire le sélectionneur choisi par le ministère qui a refusé de participer à la séance de travail organisée donc par la FECAFOOT. Un extrait, on se retrouve juste pour débriefer. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Tolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Messieurs, réaction, je vous prie. Herman, commençons par vous. Moi, je trouve que sa réaction, il a été même, je pourrais dire, il a été très calme. Je parle d'Eto'o. Il ne faudrait pas que nos politiques infantilisent nos icônes, nos héros.
il est le président de la FECAFOOT, de la fédération. En Côte d'Ivoire, ici, aucun ministre des Sports qui est appelé à faire peut-être 2 jours même et puis partir, ne peut venir intimer des ordres, donner des consignes comme ça à Idriss Diallo. Jamais M. Idriss Diallo ne va l'accepter. Il ne sait pas pourquoi est-ce que enfin on dit nos beaux, ont cette manie-là de ne pas respecter Eto'o. Parce que moi, je ne dis pas que c'est la FECAFOOT qui ne respecte pas. D'abord, on lui impose un entraîneur, un sélectionneur. Jamais on peut voir ça. Que le ministre des Sports et le gouvernement impose un sélectionneur à une fédération de football. On lui impose cela. Finalement, il ne l'acceptait pas. Ils ont discuté, il a accepté. C'est lui qui a nommé Brice. Mais pourquoi est-ce que Brice vient pour des réunions, on le convoque à des réunions, il ne veut pas le faire, il communique sur des jeux, sur comment est-ce que la sélection va se passer, sans que la fédération ne lui donne de caution. Pour vous, c'est pas possible. C'est du bordel. Non, Et non. ça, non, voilà. Moi, je pense que ce n'est pas possible. Oui. J'attends Utilisons que les bons termes, voilà. la FIFA règle cette question. Très bien. Le politique n'a rien à voir avec la gestion du football. Et en Côte d'Ivoire, ici, on respecte bien les instances, malgré le fait qu'on sent le gouvernement aux côtés de la FIFA. Très bien. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement vient prendre la place qui est réservée à la FIFA. Merci beaucoup. Écoutons Barry. Barry, votre point de vue sur la question. Bon, souvent les Africains, on aime dire que les gens ne nous prennent pas au sérieux, ne nous respectent pas. Mais c'est parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas. Comment un ministre des Sports peut se permettre de nommer un sélectionneur et snober la fédération? En sachant que, ici, prenons en Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire a été battue 4-0, c'est la tête de qui les gens ont demandé? Tout le monde demandait c'est la le président tête, de la le président de la fédération. FIF, bien sûr. Donc demain, s'il y a des résultats qui ne sont pas probants, est-ce que c'est le ministre qui va sauter ou c'est Samuel qui va sauter? Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est que quand je suis un certain nombre de médias au Cameroun, j'ai l'impression que tout le problème du football camerounais, c'est Samuel Eto'o. Mais les problèmes du football camerounais, depuis nous on est petits, les problèmes de primes et tout, ça date de peut-être même depuis Roger Mila. Mais la première fois, j'ai suivi le Cameroun à une CAN où on n'a pas entendu de problème de primes. Comment un sélectionneur peut-il se permettre de se comporter comme ça face à son président de fédération? C'est vrai que pour moi, Samuel a perdu le contrôle. Mais comment il peut le faire? C'est parce qu'il a le soutien du ministre. La preuve, pour une réunion qui le conseil concerne, lui et la technique du ministre fédération, le était là, conseiller à la vient fédération. intimer des ordres À la fédération. à la fédération. Mais comment les Belges vont nous respecter en voyant ça? Parce qu'on fragilise nos institutions. C'est Maurice aussi simple que Komoé, ça. comment est-ce que vous réagissez à cela? J'ai une sueur froide quand je regarde une telle vidéo parce que franchement, l'Afrique. Alors, Barry l'a dit, Herman est rentré dans une colère noire et c'est à raison. Comment peut-on assister à une telle scène? J'avoue que ici en Côte d'Ivoire, on reproche beaucoup à notre comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football et à nos dirigeants en général du monde du sport en Côte d'Ivoire. Mais ces scènes-là ne se verraient jamais en Côte d'Ivoire. Aucun de nos dirigeants. Mais sous le président Ouattara, un ministre aurait fait ça. Mais il est débarqué. Sur le champ. Mais ça, c'est une évidence. Envoyer un représentant de la fédération pour... Mais il n'y a qu'à regarder l'élection qui s'est passée au niveau même du comité, au niveau même de la présidence de la FIFA. De la FIFA, ouais. Où toute la nation ivoirienne voyait que Didier Drogba, tant au niveau des Ivoiriens de l'intérieur que ceux de l'extérieur, n'éclamaient que son nom pour prendre la destinée de la FIFA. Mais l'État de Côte d'Ivoire, bien que les Ivoiriens aient appelé l'État de Côte d'Ivoire à s'immiscer dans cette affaire et à créer les conditions pour que justement M. Didier Drogba advienne à la tête de la FIFA, jamais l'État ne s'est immiscé officiellement, je vais dire, officiellement, comme on le voit là. Même si on peut dire officieusement, il y a eu des actions, bon, ça c'est officiellement, mais de cette façon-là, c'est une humiliation d'une icône, de la trempe de Samuel Eto'o, qui est un autre Didier Drogba en Afrique. Et donc, il faut bien que nos frères, j'allais dire, pour le pays, notre belle famille comprenne qu'il y a lieu de créer des conditions de l'accalmie pour permettre véritablement au football camerounais de redécoller. Très bien, merci beaucoup. Et c'est justement sur cette parole, permettre au football camerounais de redécoller, de peur qu'une sanction de la FIFA puisse arriver. On souhaite la paix du côté de la belle famille. On se retrouve juste après, à tout de suite.
Merci d'être avec nous. Nous revenons donc sur l'antenne pour continuer cette émission. Et nous allons maintenant aller du côté de Daoukro. Vous le rappelez, décédé depuis le 1er août 2023. Nous sommes en train d'aller aux dernières encablures des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié. Depuis dimanche dernier, la dépouille a quitté Abidjan pour son village natal. Et d'aujourd'hui jusqu'au jeudi 30, ce sont donc les présentations de condoléances et des cérémonies d'hommage public à la place de Pépressou, à la place publique de Pépressou. Messieurs, nous avons donc quelques images de cette séparation ultime vers sa terre natale. Les populations, comme un seul homme, sont sorties pour saluer donc la mémoire de ce grand homme d'État qu'a été le président Henri Konan Bédié. Tout au long du trajet, en passant par Abobo, Adzopé, Akoupé et Kotobi, les Ivoiriens en larmes et les amis de la Côte d'Ivoire également en larmes ont salué l'ultime au revoir vers sa terre natale. Les chemins de sa vie se refermeront le 2 juin dans la stricte intimité familiale. Là, nous sommes à Akoupé et vous pouvez donc apprécier et regarder les populations qui saluent, avec les autorités qui saluent l'arrivée de la dépouille mortelle. En passant par Abongwa, c'est une partie de l'histoire de notre pays qui se referme avec le départ du président Henri Konan Bédié. Étape de Kotobi. À chaque fois, un arrêt est marqué pour saluer la mémoire de ce grand homme. Oh putain.
Tout au long donc de ce parcours long et difficile, les populations n'ont pas voulu. C'était son chemin habituel pour aller dans sa région, dans son village. Il fallait donc s'arrêter pour ces populations-là et le saluer, saluer sa mémoire. Et la FTV, donc, encore demain, vous fera vivre les derniers instants sur cette voie habituelle pour lui. Et cela assurément restera dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous disons un grand yako à toute sa famille et à tous les Ivoiriens. On va dire yako à nous. Donc, désolé pour l'émotion, mais on ne pouvait pas ne pas couler des larmes devant la dépouille du président Henri Konan Bédié, qui a été le président de la Côte d'Ivoire et notre président. Messieurs, avec votre permission, nous allons essayer donc de reprendre le cours de cette émission en parlant de quelque chose également qui a marqué la vie du président Bédié. Il s'agit donc de cette dualité qui a fondé la Côte d'Ivoire, le café cacao. Le succès de ce pays, on se le rappellera à jamais, repose sur l'agriculture et avec en pole position le café cacao. Et justement, nous recevons pour en parler, avoir son regard, le regard de son Conseil national des syndicats agricoles, le regard du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire. Il s'agit du CONASACI. Et nous avons M. Tia Marcel, planteur café cacao, donc, qui est donc le président, qui revendique 100 000 adhérents quand même, 100 000 adhérents. Et avec lui, on observera un peu son point de vue sur déjà le tarif, le tarif du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire d'avril à septembre. Ça a été fixé par le gouvernement ivoirien, on a 1 500 francs CFA. Vous, vous dites non, on peut avoir plus. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot à l'endroit de la mémoire de feu le président Henri Konan Bédié. C'est vraiment la tristesse qui anime tous les paysans de Côte d'Ivoire parce qu'il a été un acteur majeur dans la gestion de ce pays. Et comme vous l'avez si bien dit, le succès de ce pays reposera toujours sur l'agriculture. Et tous les paysans de Côte d'Ivoire, nous inclinons devant la mémoire de cet illustre personnage qui a fait des paysans ce que nous sommes également. Il a fait beaucoup d'heureux dans le milieu. Très bien. Alors, la première question, c'était, le gouvernement dit 1 500 francs CFA pour la campagne intermédiaire. Vous vous dites, on peut avoir plus. Allez-y. Merci bien. Effectivement, nous disons que le gouvernement peut faire encore mieux parce que tout simplement, depuis bientôt 8 campagnes, les paysans ont subi la loi des acheteurs véreux dans les villages et campements. Le cacao et le café ont été sous-payés au vu et au su de tout le monde. Tout le monde a été impuissant. Et pour une fois que le marché a augmenté de plus de 300% en moins de 3 mois, les paysans méritent, ne serait-ce que 12 mois, au moins méritent qu'ils puissent avoir le prix qu'il faut, un minimum de 2 500 francs, faire plaisir au moins au monde paysan qui a fait de la Côte d'Ivoire et qui continue de faire la Côte d'Ivoire ce qu'elle est. 2 500 francs CFA pour vous. Herman Aboua. Je tiens Marcel. Souvent sur ce plateau, on essaie de piloguer sur la réalité, ce que vivent les paysans. Aujourd'hui, quelle est la réalité à laquelle sont confrontés les producteurs de cacao sur le terrain? Merci beaucoup pour la question. Les paysans vivent dans des situations beaucoup plus misérables aujourd'hui. C'est dû au fait que d'abord, comme l'adage le dit, la route précède le développement. Les paysans n'ont plus de route aujourd'hui pour avoir accès à leurs villages et campements. C'est très difficile d'évacuer nos productions aujourd'hui vers les villes. Ce qui fait qu'ils sont confrontés
au sous-paiement à cause des acheteurs véreux qui se débrouillent quand même pour accéder à ces campements-là. Donc, ils sont livrés à ces acheteurs véreux qui sous-payent le produit et du coup, le prix garanti qui est fixé par le Conseil Café Cacao n'est pas respecté à cause des routes. Bon, et on nous dit souvent ici on voit que le gouvernement fait quand même assez d'efforts dans la réalisation des infrastructures non routières. Est-ce que vous ressentez cela dans aux abords de vos champs, Vous et vos adhérents. vos plantations? Malheureusement, pas comme je le dis, je le répète, la presque totalité des pistes villageoises sont aujourd'hui très dégradées. Donc du coup, ça fait que nous avons du mal à évacuer le cacao, le café vers les villes, vers les magasins de stockage, vers les villes. Et pour en rajouter, vous voyez, il y a un tronçon, Guessabo-San Pedro, qui est complètement dégradé. Alors que le port de San Pedro est le premier port d'exportation de cacao au monde. Vous prenez Gagnoa également, passant par Soubré, Miyagi, c'est complètement dégradé. Donc ça, c'est des faits réels. Tant que cela n'est pas géré, ces voies ne sont pas donc traitées, on ne pourra pas avoir le respect du tarif fixé par le gouvernement. C'est ce que vous nous dites sur ce point? Oui, naturellement. Très bien. Barry, il y a une question. Vous avez dit au cours de votre propos que vous avez eu à faire face à des acheteurs véreux. Mais j'ai envie de savoir, comment se fait-il que vous qui êtes les propriétaires de la marchandise, vous tombez dans le piège de ces acheteurs véreux-là? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Nous tombons aujourd'hui dans ce piège tout simplement parce que les vraies sociétés coopératives des planteurs sont presque inexistantes aujourd'hui. Elles ont été confrontées par une concurrence déloyale. Nous avons décrit... De la part de qui? De la part des acheteurs qui sont agréés par le Conseil Café Cacao. Nous avons dit qu'il faudrait que la commercialisation depuis le brochamp jusqu'à notre usine revienne exclusivement aux acteurs, aux paysans. Il faut que tous les intermédiaires qui ne sont pas paysans puissent être mis hors de cette... voilà. Il y a une grosse perte avec ça, avec les intermédiaires, vous avez une perte? C'est une grosse perte, puisque aujourd'hui, comme on le dit, c'est d'abord une grosse perte pour le paysan. Ces intermédiaires qui n'arrivent pas à respecter le prix aux paysans, parce que d'abord, la marge commerciale qu'on appelle le différentiel ramassage qui est de 80 francs n'a pas changé depuis plus de 10 ans, alors que le carburant a augmenté à plusieurs reprises. Il y a des frais de route qu'on appelle les faux frais. Toutes les cargaisons de cacao sont complètement racketées, systématiquement racketées. Donc il y a des challenges qui doivent être adressés en réalité. Pardon? Il y a des challenges qui doivent encore être adressés. Exactement. Exactement, parce qu'aujourd'hui, le cacao, ce n'est pas de la drogue, ce n'est pas un produit prohibé. Voilà, prohibé. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi les cargaisons de cacao font l'objet de raquettes. Très bien. De la part de qui? De la part des corps habillés. C'est-à-dire que tout ce qui est barrage des corps habillés, il y a des barrages qui pilulent sur nos pistes, même les pistes de village. Nous sommes raquettés souvent à vélo, même en partant au champ. Il faut payer de l'argent au corps habillé. Nous ne comprenons pas pourquoi. Toujours dans la zone de Guessabo ou Non, je parle en général de zone de production sur le territoire national. Voilà, sur le territoire national. Écoutons Daouda. D'accord. Merci, M. Tia. À vous écouter, j'ai l'impression que vous souhaitez qu'on revienne à un prix libéralisé. Les 2500 au maximum. Non, je minimum même. Non, je n'ai pas dit... Tout à l'heure, il disait qu'il voulait que du bord champ jusqu'à ce qu'on arrive... Il faut qu'en fait, tout revienne aux producteurs. C'est ce que vous avez dit. Oui. Donc, vous voulez qu'on revienne à l'ancienne méthode. Non, c'est que vous ne m'avez pas compris. Donc, expliquez-vous bien. La libération, avant la libéralisation, il y avait la stabilisation. Oui. Et nous sommes rendus compte que la stabilisation sous fouet a été le meilleur bénéfique pour le paysan. Il y a eu la libéralisation qui n'a pas été bien menée, mais ça a été nettement mieux que le système que nous vivons aujourd'hui. Expliquez le système d'aujourd'hui. Oui. Voilà, la différence. Voilà, la différence, c'est qu'au temps de la libéralisation, nous, les paysans, nous avons eu des acquis. Nous avons des acquis comme Sikacob, comme Forexi, comme Coco Service, et même nous avions investi à la scie, et tout cela n'existe plus aujourd'hui. Alors que la nouvelle stabilisation qui est en place était censée redresser les choses pour remettre aux paysans. Donc, techniquement, moi, la deuxième question que ça amène de ma part, vous êtes au courant que
le cours du cacao au niveau mondial a baissé de 25%. Oui, je suis au courant. Je sais que vous êtes au courant. Oui. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que la situation est un peu plus complexe, comme vous l'expliquez de façon simple sur le plateau comme ça? Non, 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 ce n'est pas complexe. Allez-y. Vous parlez de ça a chuté de 25%, mais vous oubliez de dire que le prix a augmenté de plus de 300%. Oui, avant que ça ne mais chute quand à ça 25%. augmente, le point que je veux... Non, je vais juste préciser, il va Allez-y, continuer. oui. Parce que quand ça augmente au niveau mondial, Oui. vous voulez que ça augmente, non, ce qui est normal. Mais quand ça baisse aussi, est-ce que vous acceptez aussi que cette baisse-là soit défalquée sur vous, producteurs? C'est que vous ne m'avez pas compris. Allez-y, Sûrement, vous vous expliquez très mal. Non, 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 je ne m'explique pas très Daouda, mal, pas c'est du vous qui ne tout, m'avez pas parlez bien là-bas. compris. Il va Je vous ai s'expliquer, bien oui. dit, le système de commercialisation du cacao et café qui est en place, c'est le système de stabilisation. Donc, il y a l'épargne que les paysans font, qu'on appelle le fonds de soutien et le fonds de réserve, qui devrait être censé comment on appelle, stabiliser le prix, c'est-à-dire soutenir le prix pour ne pas que le paysan subisse les décotes que les acheteurs font subir aux paysans. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir du moment, depuis 8 ans, le paysan ne reçoit pas le prix garanti. Oui. Pour une fois que le prix a augmenté, il faille que le paysan puisse bénéficier un minimum. Très bien. C'est de ça que je parle. Marius, que réaction? Alors, un syndicat, c'est d'abord la lutte perpétuelle pour l'amélioration des conditions de vie des syndiqués. Exactement. Vous exigez donc du gouvernement de nouveaux prix au kilo du cacao en Côte d'Ivoire en raison de 2500. Oui. Quelle démarche entreprenez-vous Nous à avons, l'effet d'atteindre cet objectif? nous avons entrepris plusieurs démarches. D'accord. Vous savez, nous sommes 3 organisations, le CONASASI, le SYNAPSI et la NAPROSI. Oui. Donc, vous présidez toutes celles-là? Non, non, non. Je suis le président du CONASASI. Nous avons mis en place une plateforme de syndicats et associations. Ne donnez pas la parole. Il y a Allez-y. 2 syndicats et une association. Et cette plateforme, nous avons mené des démarches auprès du Conseil Café Cacao, auprès du ministre de tutelle. Et même nous avons eu à écrire au chef de l'État. Avez-vous été reçu par la tutelle? Nous avons été reçus par la tutelle. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? La tutelle nous avait promis, parce que il était au mois de mars dernier, les paysans voulaient manifester. Donc nous avons été reçus par la tutelle qui avait promis que le président allait faire un bond. On voulait profiter de l'occasion pour dire merci au président de la République parce qu'au moins, il y a eu 500 francs de plus, il faut le reconnaître, ça a été un effort. Mais ça, c'est l'effort du chef de l'État, mais pas l'effort de ceux qui dirigent. C'est ça. Parce qu'eux, ils connaissent les réalités qu'ils ne transmettent pas au chef de l'État. Ah, vous pensez? Oui, on pense bien, puisque quand nous sommes, aujourd'hui, nous sommes à près de 7800 francs, 7800 $ à la tonne aujourd'hui. On avait déjà atteint 11 000 $ à la tonne. Oui. Vous voyez, quand vous convertissez en CFA, vous voyez ce que ça peut faire. Et quand on donne 1500 francs aux paysans, et puis on dit que, bon, normalement, la loi dit 60% des prix CAF doit revenir aux paysans. Nous savons que l'État a des charges. Bien sûr. Voilà, on ne veut pas que, on pourrait demander 4 000, 5 000, mais on dit 2 500, il faut que le paysan puisse bénéficier au moins d'un minimum sur 12 mois pour rattraper, un temps soit peu, tous ces sacrifices qu'il fait pour l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur Tia, si tu permets. Oui, allez-y, Daouda. Monsieur Tia, moi, j'aimerais juste revenir sur un fait qui est important pour moi. Parce qu'avant que vous n'arriviez, quand j'ai vu votre nom, j'ai dit, bon, OK, j'ai fait une recherche. Vous êtes très référencé sur Google. Voilà. Et j'ai vu qu'en fait, pour les organisations qui voulaient être affiliées au Conseil Café Cacao, justement, les recensements qui ont été faits, les organisations recensées ont donné un cumul de 3 millions de producteurs, là où on parle de 1 40 000 producteurs. Et pour la production en tonnage, les producteurs, quand on fait le calcul, on est à 4 millions. Or, on sait tous qu'en Côte d'Ivoire, on produit 2 millions de tonnes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu dichotomie entre ce que vos différentes associations ont donné et les chiffres qui ont été donnés de voir concrètement sur le terrain au niveau mondial? Vous comprenez la question, Moi, Daouda? je n'ai pas bien Daouda, compris la reprenez, s'il question. vous plaît. Je vais reprendre pour vous. Et il nous reste une Vas-y. minute, on va aller. Non, je peux aider. Il vous dit que lorsque vous avez fait, enfin, il y a eu l'effectif de toutes vos plateformes, l'effectif en termes de producteurs, ça envoisinait environ 4 millions. 4 millions de producteurs. De producteurs, OK. Or, le tonnage aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on sait qu'on a 2 200 tonnes, 200 000 tonnes Oui. qu'on produit. Donc, ce gap. Donc, il y a eu, en fait, en gros, pour dire surfacturation, je n'ai pas dit surfacturation, mais... Non, 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 il n'y a pas de... J'ai compris Il maintenant. vous a compris. Voilà, il va il y a eu expliquer maintenant. surestimation. Non, 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 il n'y a pas eu de surestimation. Maintenant qu'il explique. Je vais vous expliquer. Vous savez, il y a les syndicats, il y a les associations, il y a les ONG. Et le paysan, il peut être membre d'un syndicat et en même temps membre d'une association et membre d'une ONG. C'est cela. Donc, il peut se faire recenser sur 2 ou 3 organisations qui n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, c'est normal
Mais tous on est affiliés ce à la gap-là. chambre de commerce. Pardon? Non. Ils vont tous se chercher à s'affilier Très à la bien. chambre Non, de non, commerce. non. Au Attendez. Conseil Café Cacao. Non, c'est Attendez. pourquoi vous voyez que nous Laissez-le disons que s'exprimer. c'est pourquoi nous voyons que nous disons que nos autorités, c'est-à-dire ceux qui ont à la charge la gestion, il y a un problème. Parce qu'il faut faire des croisements C'est cela. pour pouvoir ressortir Les vrais les chiffres. vrais chiffres, tout en sachant que moi, Tia, je suis au Konazassi, je suis à Isco-Assi, je suis à Cap des Biens, 3 organisations. Mais Vous c'est- déclarez chacune dans oui, chacune. chaque organisation est déclarée. Donc, c'est ceux qui dirigent qui doivent avoir l'intelligence nécessaire de savoir que voilà comment les organisations sont ficelées. Donc, il faut faire les croisements pour pouvoir ressortir le vrai chiffre. Très bien. Si nous devons terminer cette émission avec un dernier mot, que diriez-vous? Ce que je veux dire, mon dernier mot, c'est de dire qu'aujourd'hui, vous voyez les États-Unis et la Russie, c'est les pays les plus puissants au monde. Mais leur puissance est basée sur l'agriculture. Et pourquoi beaucoup d'Africains ont convoité la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire est agricole. Donc, il faut que nos autorités reviennent sur l'agriculture. C'est à part ça que nous pourrons nous développer. Très bien. En mécanisant- Merci beaucoup. Exactement. Monsieur Tia Marseille, vous êtes le président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, Konazassi, et vous étiez là donc pour apprécier avec nous l'actualité au niveau du café cacao. Merci infiniment d'être passé. Merci à vous. Merci à vous. Notre émission se termine ainsi. Herman, Barry, Marius, Merci. Daouda, merci infiniment. On se retrouve demain. Les programmes continuent sur Live TV. Et nous, on se retrouve demain à 19h pour une autre émission. Bye.